Bonjour et bienvenue à Domotique et objets connectés. On l'a souvent dit, les possibilités offertes par la domotique et les objets connectés sont virtuellement sans limite. Pensez à quelque chose dans le domaine de l'habitation, il existe sûrement une solution domotique pour ça. Contrôler le chauffage de la piscine? Tout à fait possible. L'éclairage extérieur? Contrôle idéal. Jeu de caméra de surveillance contrôlé par la domotique ou des objets connectés? Aucun problème. Dans cette 7e et dernière émission de Domotique et objets connectés, Hugo Bergeron de la Clé de Sol nous présente divers services et produits qu'on n'a pas eu le temps d'aborder dans les émissions précédentes. Alors, bonne émission! Hugo, on est déjà rendu à la 7e émission. Il y a tant de choses à dire. On en a dit beaucoup, mais il doit en rester encore beaucoup. On a fait le tour des sujets, mais c'est dur d'aller en profondeur. Ouais. Naturellement, on a oublié certaines affaires dans les émissions. Pas qu'on les a oubliées, mais il manquait de temps. C'est juste une demi-heure. Donc aujourd'hui, on va passer en rafale plein de sujets. Oui. On va se concentrer sur 3 majeurs. La sécurité. On va parler en même temps peut-être des gages de porte. On va parler comme deuxième sujet l'éclairage. Ah. Naturellement, on va divaguer entre soit parler de la fixture d'éclairage ou comment on y amène le contrôle pour les couleurs. OK. Parce qu'on a déjà parlé, mais là, on va aller on dans est un petit peu plus en profondeur. OK, c'est parfait. Puis à la suite de ça, on va parler des caméras. La sécurité, ça, c'est un sujet rapport intéressant aussi qui va intéresser les gens également à la maison. Donc, en ce moment, devant nous, on a des détecteurs de mouvement, on a un système d'alarme, puis on est dans une émission où on parle d'objets connectés. Oui, c'est ça. C'est-tu un objet connecté, ça? Ça, c'est la question que j'allais poser. Des objets connectés sur la table, ça, vraiment? Donc, un panneau d'alarme, c'est devenu un objet connecté. Devenu. C'est devenu. Ça fait longtemps que ça existe. Les gens ont eu ça depuis longtemps, même que ça avait la possibilité de communiquer depuis plusieurs années. Bien avant la domotique, il y avait les systèmes d'alarme. Ben oui, parce que ça communiquait avec une centrale de surveillance, puis les gens nous appelaient, puis c'était une forme très légère de domotique. D'automatisation. Hein. Dès qu'il y a une alarme, là, il y a une communication qui se fait, on a un appel, puis là, la police s'en vient. Fait que c'est une forme automatique de déclenchement. C'est ça. Donc, avec le temps, ils ont ajouté le connecteur réseau ou même la connexion sans fil pour certains modèles. Et puis, ça permet au système de devenir essentiellement un objet connecté. Donc, c'est un truc qui existait déjà, mais on ajoute une fonction supplémentaire. C'est ça, qui nous donne accès avec une application. OK. Donc, avec l'application, on est capable d'armer, désarmer, on est capable de voir l'état de la situation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du mouvement dans tel détecteur de mouvement ou est-ce qu'on a la présence d'eau. Okay. Donc, c'est un système ça ressemble énormément à un système domotique. Il y a même des compagnies qui ont commencé à joindre à leur système d'alarme des fonctionnalités d'éclairage ou des fonctionnalités pour bloquer des valves d'eau, des choses comme ça. Okay. C'est ça qui fait que ça devient mêlant un jour, la domotique, c'est qu'il y a des produits qui sont caméléons, puis ils vont se rapprocher de la domotique, puis là, les gens ils vont dire « Mais moi, j'ai un système domotique chez nous. » Bien, ça contrôle mes lumières, qui en fait, c'est soit quelques-unes lumières, mais ça, c'est pas super pratique parce que c'est juste l'extérieur. C'est un effet domotique. C'est ça, c'est comme la façon de le vendre pour dire que j'ai de la domotique, mais finalement, ça fait pas grand-chose. Ça assure la sécurité, ça permet de contrôler de l'éclairage à l'extérieur. Ça peut nous donner une alarme s'il y a de la présence d'eau. Fait que ça a un effet d'automatisme, mais ça ne va pas chercher les fonctionnalités qui, aujourd'hui, les vrais objets connectés ou même la vraie domotique va faire. Donc, un processeur domotique pourrait faire la même chose qu'un système de sécurité. C'est juste qu'un système de sécurité est relié à une centrale d'alarme qu'un produit domotique n'est pas. Le système de sécurité, il dit au système domotique « Je suis armé, je suis désarmé, je détecte du mouvement à tel endroit ». Donc, c'est à partir de cette communication-là que la domotique peut créer des interactions avec le reste de la maison. Voilà. Si vous voulez avoir un système domotique, munissez-vous d'un produit d'alarme, mais sans toutes les options qui vont autour, comme les claviers tactiles, ça ne vous servira à rien parce que le produit domotique va être capable de vous l'offrir, mais à travers une seule application, c'est-à-dire l'éclairage va être dans la même application, la sécurité, l'audio-vidéo, tout ce qui se joint à la domotique va être dedans. Ceci étant mentionné, les détecteurs de mouvement, si vous ne voulez pas avoir de système de sécurité à la maison, ils peuvent se brancher dans un système domotique qui nous permet
d'aller créer des interactions pour ouvrir ou fermer les lumières lorsqu'on détecte du mouvement. OK. On peut aussi le brancher dans un système d'alarme. Ça va nous offrir un niveau de sécurité supplémentaire qui nous permet d'avoir une surveillance à distance par une centrale qui va nous appeler en cas de vol ou en cas de dégâts d'eau ou un truc genre. Donc, en avant de moi, j'ai quelques détecteurs. On va expliquer ça rapidement. Oui. On a le détecteur traditionnel en assiette. C'est à peu près le seul qu'on connaît, là. Bien, en fait, celui qu'on connaît le plus, c'est celui qui est en coin. Oui, bien sûr. Mais celui qui est en assiette, comme ça ici, c'est un détecteur qui est rarement utilisé en sécurité parce que le détecteur en assiette se place au plafond. OK. Il va détecter environ 60 degrés d'un côté, 60 degrés de l'autre, tout dépendamment de l'ajustement qu'on va lui donner. OK. Ce détecteur-là, il va nous permettre de superviser une surface quand même assez limitée si on compare ça à un détecteur en coin, qui lui va superviser salon, salle à manger, cuisine sur toute la longueur. La raison pourquoi en domotique, on va utiliser plus le détecteur en assiette, comme ça ici, c'est parce que quand on rentre dans un espace, on a besoin de détecter un endroit limité. Ça veut dire on rentre dans une entrée principale, on veut pas que les lumières allument quand je passe dans le couloir. OK. Si je rentre dans la cuisine, même chose. Si je m'assois à la salle à manger, bien, je ne veux pas que mon détecteur de mouvement me détecte quand je suis assis à la salle à manger. Oui. OK? L'objectif d'un détecteur de mouvement en domotique, c'est simplement de vous faire allumer les lumières au moment où ils sont fermés. OK. Les options intéressantes en domotique à joindre avec la détection de mouvement, c'est de faire en sorte qu'on va faire allumer les lumières à des intensités différentes selon l'heure de la journée. Oui. Donc, le matin, on peut les faire allumer pas à 100 pour ne pas éblouir trop. Mais le jour, exemple, passé 9 h du matin, on peut les faire éclairer tous à 100 lors d'une détection de mouvement. OK. C'est là que la domotique prend tout son sens. Je veux dire, on s'ajuste en fonction de ses humeurs ou de du temps de la journée, peu importe. C'est ça. Le fait qu'on est capable de le personnaliser, ça rend vraiment agréable le fait d'avoir de la domotique. Oui, parce que c'est ça le but, hein? Je veux dire, c'est de rendre la vie plus agréable encore en profitant d'inventions technologiques géniales qui nous permettent de nous adoucir l'existence. En ce moment, devant nous aussi, on a un détecteur électromagnétique. Ah. C'est une utilisation peut-être plus commerciale, mais des fois même les musées, exemple, on entre dans un environnement, on ne voit pas le détecteur, il est placé en arrière d'un mur, mais vu qu'on est entré dans cette section-là, bien, il y a un déclenchement audiovisuel, éclairage et compagnie qui peut se passer. Donc, ça a quand même un champ raisonnablement large. Là, ça peut aller jusqu'à 30 pieds sur certains modèles. C'est vraiment. On peut rapetisser ça sur même jusqu'à 5 ou 6 pieds environ. Il ne dit pas qui est là, mais il dit qu'il y a quelqu'un. Oui, c'est ça. L'important, c'est de savoir qu'on peut déclencher à partir de la présence en dedans de 6 pieds de diamètre. OK. Ça, on peut installer ça à l'extérieur? Ou Non, c'est à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Je me disais à l'extérieur, ça doit mais on peut le mettre dans une boîte thermoplastique, puis ça va fonctionner pareil. Ah oui? Ouais. D'autres types de détecteurs un peu plus discrets. Des détecteurs comme ceci, on ne peut pas vraiment calibrer celui que tu as dans les mains en ce moment. Ça veut dire qu'il va détecter peu importe le move, parce que c'est tellement petit que lui dire de détecter ou cacher une partie de sa surface, ça va être plus difficile. Donc, c'est vraiment un détecteur pour une salle de bain complète. On arrive dans la salle de bain, on veut que ça allume. C'est vraiment ce type de détecteur-là qu'on veut utiliser. Ça, c'est simple, c'est fonctionnel. Oui, c'est micro. On a un détecteur ici qui va détecter un petit peu plus large. Ouais, donc, ça, c'est ajustable sur la longueur. C'est le même principe, mais un peu plus large. C'est ça, c'est ajustable sur la longueur. Plus on va le rentrer à l'intérieur, mais plus il va détecter étroit. Donc, si c'est discret, on peut placer ça dans le bas des murs au lieu de placer ça dans les coins ou au plafond. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le détecteur ici, c'est un détecteur de luminosité. Il y en a de différents modèles. Un détecteur de luminosité, ça ne sert pas vraiment avec les panneaux d'alarme. On peut s'en servir pour déclencher on peut déclencher, exemple, s'il fait lumineux, ça veut dire que c'est le matin, donc on pourrait déclencher une automatisation comme ça. OK. Mais on va plus s'en servir en domotique, ce type de détecteur-là, parce que, exemple, si c'est lumineux et que la température augmente, baisse l'étoile. Suite à ça, si ça continue d'augmenter la température, démarre la climatisation. OK. Puis on peut même rajouter une autre couche. Si je ne suis pas là, fais ça comme ça. Si je suis là, fais ça à l'inverse. Démarre la climatisation, puis après ça, baisse l'étoile. OK. Donc, on peut, en domotique, vraiment aller chercher un ajustement, même à la limite une économie d'énergie, parce que les toiles, une fois qu'ils vont avoir baissé, on n'est pas encore en train de dépenser de l'électricité sur la climatisation. Oui. Puis on peut commencer à tempérer sans avoir une dépense d'électricité. OK. On a des détecteurs de bris de verre. Un détecteur de bris de verre, ça va fonctionner avec un impact. De verre? Oui, ça fonctionne avec un Je impact. savais pas que ça existait, ça. Donc, aussitôt qu'il y a un impact, le bris de verre, il faut qu'il soit placé à proximité. OK. Et ça va déclencher une alarme. Justement, le système d'alarme va pouvoir capter ça. Quelqu'un brise une vitre, par exemple, ça va le détecter tout de suite. Exactement. Okay. On a des détecteurs de porte. Les détecteurs de porte, tout dépendamment si on est dans un système d'accès ou un système de sécurité. Un système d'accès, c'est vraiment un système dédié à mettre des usagers avec des cartes magnétiques pour sécuriser un endroit commercial. OK. Un détecteur de porte dans un système d'accès va être capable de donner l'état de la situation, est-ce que la porte a été forcée ou autre. Ouais. Mais dans un système de sécurité, souvent, ça va être plus minime comme type de détection.
la porte est-elle ouverte ou est-elle fermée, mais on est capable de faire ouvrir des lumières par rapport au fait que la porte vient d'ouvrir. Donc, le résultat d'un système d'alarme, quand on a de la domotique à la maison, on essaye de garder le moins possible d'options du système d'alarme, pas d'écran tactile, des détecteurs principalement placés pour surveiller des environnements qui vont nous faire allumer les lumières. C'est important ce que tu dis là. Si on prend un détecteur qui détecte trop loin, on ne pourra pas y faire une programmation, on ne pourra pas y ajouter une programmation parce que s'il couvre trop loin, salon, salle à manger, cuisine, bien, à chaque fois qu'on va se présenter dans cet environnement-là, c'est quelle lumière qu'on veut qu'il allume, c'est plus difficile. Donc, il faut penser un peu... Quand on planifie d'avoir un système d'alarme, il faut penser un peu de cette façon-là. OK. Puis il faut penser aussi à demander conseil, parce que moi, plus ça va, plus on avance dans la série, plus je réalise qu'il faut que je pose des questions. Bien, c'est ça, là, ça prend quelqu'un qui connaît ça pour y arriver rapidement. On a eu des choses qu'on ne peut pas savoir. Vous autres, vous avez de l'expérience dans le temps. On a eu des situations où des clients avaient planifié ça pendant 2 semaines, puis en 15 minutes, on avait trouvé toutes les réponses que le client avait besoin avec notre expérience. Ça va beaucoup plus vite. Puis éviter les erreurs aussi. Faire de mauvais achats, acheter des mauvaises choses, mal planifiées, ça peut créer des problèmes. Faire les bons choix, c'est toujours plus rapide. Oui. Dernièrement, les claviers d'alarme, c'est super pratique parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un écran tactile. Donc, l'argent qu'on aurait dépensé pour un écran tactile, on peut le mettre dans plus d'éclairage. Moi, je préfère ça. Si je vends un système de domotique à un client, j'essaie d'économiser partout ce que je suis capable d'économiser pour y en faire profiter parce que le produit d'éclairage, l'interrupteur mural d'éclairage, c'est la chose la plus pratique au monde. C'est l'équivalent des fenêtres électriques dans une auto. Là. On ne retournerait pas en arrière. Fait que, ce que je suggère aux gens, achetez-vous un clavier de base comme celui-là. Puis prenez cet argent-là que vous avez économisé, mettez-le sur d'autres produits plus pratiques. Justement, en parlant de sécurité, on peut parler des gages de porte. Très important. Bien, en fait, c'est pas mal proche de la sécurité. C'est essentiel, je dirais. Donc, une gage de porte, on peut aller s'en procurer une qui est Wi-Fi, mais pour le moment, les fonctionnalités sont assez limitées avec les autres objets connectés. Ça en à peu près partout, mais il faut faire attention. Là, je veux dire, ça vient pas avec tous les services. Là. Exact. Mais présentement, les gages de porte Wi-Fi, ils ne communiquent pas avec tous les objets connectés ou très peu d'objets connectés. C'est quelque chose qui va être appelé à grandir, à s'améliorer, mais pour le moment, quand vous vous munissez d'une gage de porte Wi-Fi, attendez-vous plus à la contrôler avec votre application que de pouvoir créer des interactions. Donc, si je débarre la porte, je voudrais que mes lumières y allument. Pour le moment, en Wi-Fi, c'est plus limité avec les autres produits. Quand on se munit d'une gage de porte Z-Wave, bien là, naturellement, c'est compatible avec tous les autres appareils Z-Wave, mais là aussi, ça a sa latence, puis on a déjà mentionné, c'est les problématiques Z-Wave. Ou les avantages, parce que le prix est beaucoup moins cher. Quand on y va dans du Zigbee, là, on est obligé de l'acheter de chez Control 4 ou Crestron, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix, mais... Bien, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a toujours un montant pour un fonctionnement, pour un bon fonctionnement. On peut se procurer une gage de porte Yale, Schlage ou Baldwin. Selon le modèle, il y a certaines fonctionnalités, mais en général, ça se ressemble toutes. Mais c'est toujours un petit peu plus coûteux parce que l'antenne de Crestron ou de Control 4 est intégrée dedans en Zigbee. Et ça fait qu'une fois qu'on l'installe, l'acquisition se fait dans un processeur. Et la communication passe par ce processeur-là. Donc, la gage de porte fait partie de l'application Crestron ou Control 4, comme les lumières, comme l'audio-vidéo. Donc, c'est une application pour l'ensemble de la maison. Ça change tout, ça rend les choses beaucoup plus efficaces. Il y a un montant au fait que ça soit beaucoup plus simple au résultat final. Mais j'ai tout le temps dit, ce qui coûte cher, bien souvent, c'est de faire un mauvais achat. Et quand on veut planifier un peu les choses, des fois, on peut mettre quelques dollars de plus, mais seulement avoir le service auquel on est en droit de s'attendre. Bien, en fait, en sécurité, particulièrement dans ce sujet-là, ce qui est important, c'est de considérer que c'est un produit qui sécurise notre maison, Et puis, il n'y a pas de chance à prendre avec ça, je trouve. Là. Personnellement, je ne sécuriserais pas ma maison avec quelque chose qui vient juste de sortir sur le marché parce que ce n'est pas un produit qui a été testé, prouvé. La sécurité, c'est vraiment important. Si un jour on découvre que telle marque de serrure de porte, quelqu'un a réussi à la hacker, si je ne suis pas chez moi, je vais aller la changer. Là. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est important de payer un petit peu plus cher. On va avoir de la sécurité pour des produits, justement. Pour tolérance zéro, je pense qu'il faut vraiment, si on veut s'aventurer dans cette direction-là, il faut y aller de façon sécuritaire. Quitte à mettre quelques dollars de plus, je pense que c'est essentiel. Oui. Donc là, on a fait le tour un petit peu. Il va falloir parler d'autres sujets. Oui. On va faire une petite pause et puis après, on va parler d'éclairage extérieur. On va parler aussi comment contrôler les couleurs RGB dans une installation. Très intéressant. Restez là, on vous revient dans quelques instants. Hugo, on a déjà consacré une émission aux produits d'éclairage, mais il y a encore beaucoup à dire et c'est ce dont on va parler présentement. On n'est pas rentré en profondeur dans le sujet de la couleur.
Oui. On va juste regarder un petit peu, là, on va partir de ce que les gens connaissent, puis on va rendre ça un petit peu plus complexe, mais naturellement, bien, on va se rendre aussi vers plus puissant, on va aller parler un peu d'éclairage extérieur pour les bâtiments commerciaux, même pour les grosses résidences, même les petites résidences. Ils veulent mettre l'accent sur quelque chose. L'éventail est très, très large. Oui. Donc, en ce moment, on a, tout le monde connaît ça, c'est une strip de LED avec c'est un petit kit à 50$, ça peut varier de prix selon la qualité, naturellement, mais on a une strip de LED avec un petit capteur infrarouge. Et puis, c'est fourni avec une télécommande dans ce style-là. Oui, c'est ça. Et puis, avec la télécommande, on peut sélectionner des couleurs, on peut sélectionner des fonctionnalités comme changer de couleur en temps de temps, rapidité, machin truc. Donc, j'ai une strip de LED et puis j'aimerais ça aller chercher plus long. J'aimerais ça avoir deux longueurs de 5 mètres, 3 longueurs de 5 mètres. Il y a des solutions à ça. On n'est pas obligé d'acheter plusieurs kits. On peut avoir une télécommande, plusieurs strips de LED de 5 mètres, ou plusieurs bobines de LED de 5 mètres. Ça s'appelle des amplificateurs. Les amplificateurs, ils existent dans le format rouge-bleu-vert, qui sont 3 canaux, ou 4 canaux, qui est le rouge-bleu-vert-blanc. La LED blanche, ce que ça fait de plus, c'est que ça va venir calibrer la couleur, parce que si on met notre 100 d'électricité, de voltage, dans le rouge, dans le bleu et dans le vert, ce que ça donne une combinaison de couleurs qui se mélangent en donnant un résultat blanc. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Dans l'absolu, ça fait blanc, mais... C'est ça, mais c'est que chacune des couleurs de LED n'émet pas la même intensité. Voilà. OK? Donc, le rouge va émettre peut-être un peu plus fort ou le bleu va émettre peut-être un peu plus fort sur différentes strips de LED. Le résultat, c'est pas vraiment blanc. Ça donne un blanc cassé, qui peut varier entre blanc chaud ou blanc froid ou blanc neutre. Puis, en même temps, c'est jamais super puissant. OK. Si on va avoir du blanc, c'est pour ça qu'il y a une quatrième couleur, blanc. OK. Donc, ça nous permet d'aller plus loin. Là. Donc, c'est ça. Ça, ici, là, on va rentrer la fin de la strip de LED dans un côté. On va la ressortir pour aller vers un autre 5 mètres de LED. Mais il faut y rentrer un voltage 12 ou 24 volts. OK? Donc, on a un maximum d'amplification qu'on peut faire. On ne peut pas mettre 3, 4, 5 mètres sur chacune de ces amplificateurs-là. Il faut s'en acheter un, soit plus puissant ou en mettre plusieurs. Mais toujours le même contrôle, avec la même télécommande. Mais on contrôle tout à partir de ça. Oui, c'est ça. En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça reçoit le signal de rouge, bleu, vert, blanc. Puis ça l'amène un peu plus loin. Ça rajoute de la puissance pour une plus grande distance. OK, c'est bon. OK? Suite à ça, il y a des gens qui vont dire ouais, mais je ne peux pas passer des fils partout dans ma maison. OK? Donc, qu'est-ce qui s'applique comme solution? Bien, achète-toi plusieurs trucs comme ça, puis mets-toi plusieurs manettes. Mais ce n'est pas une solution d'ensemble. Une solution d'ensemble, ça serait plus un petit contrôleur comme ça ici, qui, lui, est sans fil avec le Wi-Fi de la maison. OK. On peut y installer soit plusieurs bobines de LED ou plusieurs longueurs de LED, soit blanc. Fait que ça nous fait 4 endroits différents avec 4 intensités différentes. Ou on peut mettre rouge, bleu, vert, blanc. On a une application cellulaire pour mettre sur notre téléphone intelligent. Et puis, même ce qui est vraiment bénéfique à ça, c'est qu'on peut rajouter des petits contrôleurs dans ce style-là. Donc, on a un cerveau, on a un petit processeur qui communique avec tous les autres appareils qui sont Wi-Fi dans la maison, dans lesquels on va venir y brancher d'autres longueurs de 5 mètres ou d'autres types d'éclairage. Comme ça, ici, on peut avoir des encastrés qui sont rouge, bleu, vert, blanc. Et puis, ces rouge, bleu, vert, blanc-là, que ce soit un encastré ou que ce soit une longueur de LED de 5 mètres ou moins, ça reste quand même le même genre de technologie. Il faut brancher ça de la même méthode. OK. Suite à ça, il y a des gens qui vont dire, bien écoute, c'est bien beau, mais je veux avoir un clavier mural, c'est plus simple pour moi, c'est plus pratique. Bien, moi, c'est mon cas, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que j'aimerais mieux que ce soit finalement sur une prise murale. Là. Donc, c'est ça. Donc, ça ici, on va y fournir du 12 ou 24 volts, tout dépendamment de la strip de LED qu'on va brancher dessus. On va rajouter un fil dans notre mur, puis on va amener le fil à la place où notre éclairage est, que ce soit une strip de LED ou de l'encastré. On va connecter ça dessus. On peut venir brancher de l'éclairage extérieur. Les édifices commerciaux ou même résidentiels, on va encastrer ça dans le soffit, exemple. On va venir chercher l'éclairage vers le bas. Si on choisit un angle de 5 degrés, ça va venir laver le mur, mais plus rectangulaire, donc plus en linéaire. Ça fait un très, très bel effet. 45 degrés, ça va venir chercher plus un triangle, comme une pointe. Donc, selon l'effet qu'on va aller chercher, on va choisir un produit qui a un angle différent. Suite à ça, on a des objets connectés là-dedans. J'en ai mentionné un là, mais l'objet connecté, le Philips Hue, c'est un globe qu'on va visser à la place de nos anciens globes qu'on avait dans la maison. Et puis, ça contrôle les couleurs. Ça offre un avantage intéressant parce que c'est un produit qui peut se connecter aux produits domotiques où on peut avoir des options comme je prends une image dans mon cellulaire, je vais pointer une couleur qui existe dans mon image, puis ça va offrir exactement la couleur qu'il y a. C'est fascinant. C'est quand même bien, sauf que c'est pas pratique dans la vie de tous les jours parce que si je veux fermer mes lumières, soit je veux fermer mon interrupteur, mais si j'ai un gradateur, je peux pas grader ma lumière parce que je vais l'entendre sciller.
Parce qu'à l'intérieur, il y a un petit transformateur de courant qui n'est pas graduable. OK. Et puis lui, si on baisse son voltage, bien, il finit par émettre un son. Ils mettent une fréquence agaçante. Il va graduer un peu, mais à un moment donné, ça vient quand on OK. l'entend tellement que C'est bon. Donc, si je veux changer mes couleurs, je suis obligé de prendre mon cellulaire si je n'ai pas de domotique. OK. Avec la domotique, on est capable de rendre ce fonctionnement de changement de couleur-là directement sur nos interrupteurs de lumière. OK. Si on a de la domotique puis on ne veut pas avoir à changer nos globes, on a des strips de LED, on a des produits d'éclairage, que ce soit des encastrés ou ça. On peut, si on a du Crestron, on peut aller sélectionner un produit comme celui-là. On va brancher du 12 ou 24 volts dedans. On va brancher directement notre strip de LED dedans. Et puis, ce n'est pas un objet connecté, c'est un produit qui fait partie de la marque Crestron. OK. Donc, facilement programmable, sans fil. On peut le mettre n'importe où dans la maison. Et naturellement, comme c'est un produit Zigbee, si la communication se fait mal entre le processeur et lui, bien, la communication va passer par tous les autres appareils qu'on a installés dans la maison pour se rendre au processeur. Donc, ça assure une bonne communication. Bon. Hugo, on parle de beaucoup de choses dans cette émission parce qu'on essaie finalement de parler de tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire. Ouais. Mais je pense qu'il y a un élément qu'on n'a pas parlé encore, c'est les caméras de surveillance. Oui, un point intéressant. Il va falloir en parler. On fait une pause et puis on vient avec les caméras de surveillance. Hugo, les caméras de surveillance, on pourrait en parler pendant 3 heures, mais on a 3 minutes pour le faire. On n'a pas beaucoup de temps. OK. Ici, en avant de moi, j'ai des enregistreurs numériques. Oui. On a la façon analogique de le faire et numérique en tant que digital, ça veut dire tout est IP. OK. Dans les deux formats, on peut brancher ça à notre routeur et puis ça va nous donner accès à nos caméras sur un téléphone intelligent ou une tablette. OK. Ou un logiciel. C'est bien sur résumé. ordinateur. Parfait. Donc, peu importe la technologie qu'on va prendre aujourd'hui, on a accès quand même, c'est comme une espèce d'objet connecté, si on veut. Un produit intéressant, c'est la nouvelle version de l'analogique. Ça veut dire, dans le temps, on avait un format de caméra avec qualité d'image standard, standard definition. Très ordinaire pour parler français. Ouais. Aujourd'hui, on peut changer nos caméras sans avoir à changer le filage et puis obtenir une qualité d'image HD. OK? Donc, on connaît, avant de connaître le 4K, c'était HD. Bien, on peut avoir des caméras avec l'ancien filage qu'on avait en HD. Si on compare avec un format numérique digital IP, le format analogique doit être relié physiquement entre la caméra et le récepteur, l'enregistreur numérique. Tandis qu'en IP, ici, à l'arrière de l'appareil, oui, j'ai 4 connexions pour brancher mes caméras, mais je ne suis pas forcé de les connecter directement dessus. Donc, ça veut dire que mes caméras peuvent se situer ailleurs, dans une switch réseau, exemple. Et ces switches-là réseau sont reliés à mon routeur. Cet appareil-là est roulé à mon routeur aussi. Et puis, ça permet d'aller programmer l'interface de notre enregistreur numérique pour pouvoir communiquer avec des caméras qui ne sont pas physiquement reliées dedans. Un avantage supplémentaire que l'enregistreur numérique IP nous procure, c'est qu'avec les caméras IP, on est capable d'aller chercher une plus haute définition que HD. On peut aller chercher un 5 mégapixels qui va nous donner 5 millions de pixels. Ce qui est beaucoup. Bien, pour comparer ça, on peut aller dire qu'un téléviseur 4K va donner 8 millions de pixels. Donc, à 5 millions de pixels, on se rapproche énormément de la qualité. Donc là, on a vraiment une bonne image, une bonne qualité avec la connexion IP, mais qu'est-ce qui se passe la nuit? Est-ce qu'on est capable de voir la nuit aussi? Bien, il y a des modèles qui nous permettent d'aller... en fait, il y a des modèles qui viennent avec un émetteur infrarouge. Tout dépendamment de la puissance de cet émetteur-là, on peut aller chercher une distance. Avec les caméras de nuit, il y a la version de Robotix qui donne le thermal aussi. Mais ça, c'est vraiment ultra poussé. Oui, mais c'est plus dispendieux aussi. C'est beaucoup plus dispendieux. C'est un peu comparable à une caméra PTZ qui va nous permettre, qui est motorisée avec une tête rotative. Ça coûte autour de 2000 $, ce type de caméra-là. C'est pas toutes les maisons qui peuvent avoir ça, naturellement. C'est un produit qui va nous permettre un zoom avec les lentilles et pas qu'électronique. Parce qu'on peut zoomer électroniquement, mais plus on zoome électroniquement, plus on voit de défauts. Quand on zoome avec des lentilles, mais naturellement, c'est comme plus naturel. Hugo, on est déjà arrivé à la fin de la 7e et dernière émission. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conclusion? En conclusion, j'ai parlé de plusieurs objets connectés. 80 de la population va vouloir le programmer eux-mêmes puis le faire. C'est du travail. Bien, c'est du travail, mais il y a des objets connectés comme le Sonos, le Lutron, le Nest. C'est des affaires faciles à programmer. Les options entre eux sont limitées. C'est des produits que j'ai discutés parce qu'on peut appliquer par-dessus ça un produit comme Control4 ou Crestron. Donc, c'est un produit évolutif qui va nous permettre d'aller chercher plus d'options en appliquant les produits domotiques par-dessus ça.
L'objectif de l'émission, c'était de faire la comparaison entre la domotique et les objets connectés. Mon conseil de professionnel, si vous voulez avoir un résultat plus rapide avec toutes les options disponibles et une seule application, ça serait de vous munir en partant d'un produit domotique, en commençant par un processeur Control 4 ou un processeur Crestron. Moi, je dirais en conclusion aussi que ce qui coûte vraiment cher, c'est de jamais acheter le bon produit. Il s'agit de choisir les bons produits, des produits de qualité comme Crestron, Control 4, puis de s'intéresser beaucoup plus à la domotique. Rien contre les objets connectés, mais la domotique, c'est une coche au-dessus. Bien, ça va assurer un résultat rapide, efficace, puis selon nos besoins directement. Hugo, merci pour tous ces bons conseils. J'espère que la série t'a plu parce que nous, on a trouvé ça vraiment très intéressant. Puis au revoir, puis à une prochaine peut-être. Merci à toi aussi. Au revoir.